Premièrement, pourquoi le droit de vote est-il autorisé en Israël pour les Arabes? Et deuxièmement, comment considérez-vous la politique de Trump vis-à-vis des États-Unis envers les Juifs d'Amérique? Et comment considérez-vous le fait qu'un grand nombre de chrétiens évangéliques ont participé au vote de Donald Trump? Ça, c'est une bonne question. Si j'ai le choix entre demander à un évangéliste américain ou à un juif réformé aux États-Unis lequel des deux je veux rencontrer et avec lequel j'aurai confiance pour parler, eh bien, ça sera l'évangéliste. Et je le dis avec beaucoup de douleur, parce que ça veut dire tout simplement que je suis en train de perdre une partie de mon peuple, et que ces juifs américains qui sont réformés, qui veulent réformer mes lois, celles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont en train, je ne dis pas de ne pas les appliquer, parce que ça c'est la liberté individuelle de chacun, mais qui essayent d'imposer aux autres de le faire. Ces juifs qui sont en train de se réunir aujourd'hui à J Street pour demander le boycott de l'État d'Israël, le soutien au BDS, qui ont voté 2 fois pour Obama. Bon, une bêtise. On peut la faire une fois, enfin plus qu'une bêtise, mais 2 fois. Et qui recommencent encore avec la Hillary Clinton, et qui aujourd'hui se mettent autour de Bernie Sanders, et qui soutiennent le Parti démocrate dans sa frange la plus dure et la plus exécrable qui soit, qui est mauvaise pour les États-Unis d'ailleurs, pas simplement pour Israël en général. Ce qui est mauvais pour les Juifs et pour Israël, ça devient mauvais pour le pays en question aussi. Ces Juifs-là sont en train tout simplement de s'éloigner, et je le dis avec une douleur extrême, parce que j'ai l'impression que nous n'arrivons pas, nous, à tirer toutes les leçons de notre histoire. C'est incroyable à quel point nous avons une mémoire d'une fidélité exceptionnelle, en se disant, je sais exactement le jour auquel je suis sorti d'Égypte. Ah, quand même 35 siècles. Je sais exactement quel est le parcours que mon arrière-grand-père Abraham a fait pour arriver jusqu'à Hébron. Tout ça, je m'en souviens très bien, mais j'ai oublié ce qui s'est passé avec les Juifs qui ont oublié de soutenir l'État d'Israël. Ça, d'un seul coup, on a une espèce d'amnésie totale dans ce domaine. Alors, l'une de nos batailles est d'essayer de ramener ces Juifs égarés, si on peut les ramener. Sinon, comme à la sortie d'Égypte, 80% des descendants des tribus sont restés là-bas sur place, 20% sont sortis, et encore, je ne suis pas sûr que ça c'était toujours les meilleurs en regardant leurs descendants aujourd'hui, mais il semblerait peut-être que nous en arrivons à ce genre de situation. En attendant, il faut tout faire pour essayer de sauver, d'expliquer, de raconter, de mettre les choses en valeur, et de ne pas permettre une politique de désinformation totale sur l'État d'Israël. C'est tout de même invraisemblable. On reçoit 300 roquettes sur la tête, elles tombent sur des villes et des villages, sur des écoles, elles détruisent des écoles, dans l'indifférence quasi totale de la classe politique française. Complètement. Quelque chose de spécial. Maintenant, le jour où nous, on va réagir comme il se doit enfin, et qu'on va nettoyer la bande de Gaza, ce jour-là, il y aura un communiqué pour dire que la riposte est disproportionnée. Je ne sais pas pourquoi. On est toujours disproportionné chez les Juifs. On a toujours des ripostes disproportionnées. Bon, Dieu merci. J'espère que la prochaine sera vraiment disproportionnée et qu'on pourra terminer ce genre de problème. Voilà. Et je crois qu'effectivement, les évangélistes, comme nous les appelons, sont des gens qui lisent la Bible. Eux, ils savent que Dieu a promis cette terre à Abraham, qu'il a répété la même promesse à Isaac, qu'il a répété la même promesse à Jacob, pour qu'il n'y ait aucune contestation possible, et que donc cette terre nous appartient, et que
nous devons en prendre une possession pleine et entière. Tout est écrit tout est écrit. Il suffit de savoir le lire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait que y a beaucoup de gens qui lisent plus le Coran que ça, mais même dans le Coran, c'est écrit. Simplement qu'ils ne savent pas lire les premières parties. Voilà, monsieur, à la seule réponse que je peux vous apporter. J'ai une question à poser. Israël interdit aux BDS, aux gens de BDS d'aller en Israël. Mais les Israéliens qui sortent d'Israël pour cracher, moi j'ai vu, je prendrai l'exemple de Warshawski qui est venu un Shabbat après-midi se manifester avec les Palestiniens, ou bien le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'ONU, vraiment. Écoutez, c'était honteux. Pourquoi on les laisse de vous rentrer en Israël? C'est ce qu'il va répondre, c'est la démocratie. Je crois que, vous savez, bon, dans ce domaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'attendre de recevoir les 10 commandements de Moïse, ils sont allés se faire une vache d'or en bas. Un veau d'or, pardon. Ils n'avaient pas assez d'or. Le résultat est le même aujourd'hui. Nous avons les commandements sionistes qui sont là, et il y a un certain nombre de juifs qui sont des traîtres, des renégats, des apostates et tout ce que vous voulez, qui sont effectivement ceux qui mènent ces opérations contre l'État d'Israël. On a un phénomène et qui le mène au nom d'une idéologie, alors qu'en fait c'est au nom d'une pathologie. Ils sont malades et leur place normale devrait être soit dans un asile d'aliénés, où on traite la haine de soi, soit dans une prison pour les cas les plus graves. Parce que notre État a une manie démocratique qui fait que si jamais on ne les laissait pas rentrer, on craint la réaction extérieure. J'ai vu une fois dans une télévision, dans une chaîne israélienne, une très importante psychiatre américaine qui était venue visiter le pays. Bon, on a aussi un certain nombre de problèmes, de savoir comment les enfants qui sont aujourd'hui, qui passent la nuit à se lever et à courir dans une chambre blindée pour ne pas subir les attaques du Hamas et du djihad islamique. Et encore, on fait une différence, comme s'il y avait une différence entre Hamas et le djihad islamique. C'est exactement les mêmes rebuts de l'humanité, mais qui courent partout. Et donc, elle était venue, elle avait étudié un certain nombre de choses, et puis on l'invite à la télé pour parler. Et elle dit, bon, et alors qu'est-ce qui vous a frappé? Donc elle parle d'un certain nombre d'enfants, d'un certain nombre de cas. Puis elle dit, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé en Israël? Elle dit, le besoin que vous avez d'être aimé. Et la vérité, elle a véritablement tout compris. Le besoin qu'on a d'être aimé et d'être apprécié. Mais on s'en fout. On a un besoin d'être respecté pour ce que nous sommes. Pas d'être aimé. Moi, il y a des gens que j'aime pas. Et c'est normal. Et je ne demande pas aux gens d'aimer les Juifs d'une manière générale. Ce que j'exige, par contre, c'est le respect. Et nous avons encore cette maladie du besoin d'être aimé qui fait que si jamais on refuse à des espèces de renégats du BDS de revenir en Israël, de tenir leur conférence de presse et d'expliquer les mensonges devant l'AFP, devant l'agence France-Palestine, par exemple, il est évident que dans ce cas-là, on ne sera peut-être pas tellement aimé. Et puis voilà, on n'a pas encore dépassé ce stade primaire du besoin de savoir que notre mission sur Terre n'est pas celle d'être aimé, c'est celle d'être un exemple, celle d'être un phare pour les nations, celle d'avoir une société qui soit une société basée sur les véritables valeurs qui sont les nôtres et que nos ancêtres nous ont transmises et que nous risquons en continuant comme ça de ne pas être foutus de transmettre plus loin. Je n'ai pas besoin de micro, non, pas besoin de merci. Pourquoi nous n'avons pas de constitution en Israël?
Ni de cours constitutionnel d'ailleurs. Je vous dirais que ma Bible me suffit, mais nous avons des lois constitutionnelles. Et lorsque vous voyez à quel point la dernière loi la plus évidente, la loi de l'État-nation, a été accueillie, vous voyez à quel point il est difficile de recréer toute une constitution. Nous avons un système qui permet à une élite, entre guillemets, une élite juridique de s'autoproclamer contrôler l'État. Et c'est vrai, puisque les juges à la Cour suprême ne sont pas élus par le peuple, ils ne sont pas désignés par l'ensemble de la Knesset, mais ils se redésignent entre eux et dans leur contexte. Et dans ces conditions-là, je dois avouer que certaines des décisions que prend la Cour suprême ne correspondent pas au véritable rêve sioniste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? La loi de l'État-nation proclamait que l'État d'Israël était l'État de la nation juive. Comment expliquer ça à des gens qui n'ont pas encore compris que le peuple juif revenait sur sa terre à lui, ancestrale? Difficile. Donc à chaque fois, c'est une bataille pour imposer une loi constitutionnelle. Alors, lorsque vous parlez d'une constitution complète, totale et absolue, je pense que... Enfin, peut-être qu'on l'aura avant que le Mashiach arrive, mais ça restera un problème. Mais il y a déjà un certain nombre de lois constitutionnelles qui cadrent l'État d'Israël. J'aurais encore une autre question. Je vous en prie. Enfin, moi, mais Monsieur le Président, à toi de décider. Pourquoi est-ce qu'on doit voter pour un parti et non pas pour une personne? Et non pas pour? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter pour une personne au lieu de voter pour un parti? En Israël? Oui. Nous avons fait cet essai en essayant de diviser le vote entre le Premier ministre d'une part et son parti de l'autre. Alors avec l'esprit juif et israélien, tout le monde s'est accordé à voter pour le Premier ministre, mais après ils se sont dit on va quand même pas lui donner trop de force. Donc tout s'est répandu dans tous les petits partis possibles et imaginables. On n'a pas un régime présidentiel, on a un le régime présidentiel à l'américaine permet cela. Le régime présidentiel français l'autorise également. Nous n'avons pas de régime présidentiel, nous avons un régime où il y a un parti politique qui a la majorité, qui doit faire une alliance avec d'autres partis parce qu'il n'a jamais la majorité absolue, et qui en conséquence se retrouve avec son programme diminué parce qu'il faut contenter les partis minoritaires qui viennent s'agglutiner autour de lui, et de cette manière-là, on n'arrive pas effectivement à avoir toujours une coalition qui tienne la route, et on a un système électoral qui ne fonctionne pas. Donc ce système n'est pas bon. Donc le système n'est pas bon, le système électoral. Ben, le système mérite d'être, comme je ne veux surtout pas critiquer quelque chose de mon pays en dehors de l'État, je ne vous dirai pas qu'il n'est pas bon, mais il ne marche pas. Non, mais tout simplement, le fait est que la proportionnelle totale, complète, telle qu'elle est pratiquée en Israël, à l'heure actuelle, nous conduit à des impasses. Eh ben voilà, donc il faut changer. Oui, oui. Mais pour le changer, il va falloir avoir une majorité à la Knesset, et pour avoir la majorité à la Knesset, on aura les mêmes problèmes avec un certain nombre de petits partis qui ne voudront surtout pas qu'on change. Eh bien, on continuera alors. Et la question que je pose naturellement derrière ça, c'est dans quelle mesure la démocratie, les droits de l'homme et le politiquement correct que vous avez un peu stigmatisé, excusez-moi de le dire comme ça, on peut critiquer, je suis assez d'accord avec votre position, est-elle compatible avec un État en guerre?
Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne le défi démographique posé par le voisinage d'Israël au peuple juif. Je fais exprès de dire le peuple juif, vous noterez au passage. Je ne parle pas que d'Israël. Voilà, c'est deux questions. J'aurais une troisième question, mais elle est un peu plus polémique, donc vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est quelle preuve avez-vous? Parce que vous avez fait allusion aux attaques des sites pétroliers en Arabie Saoudite, sachant que l'Arabie Saoudite elle-même n'a pas accusé l'Iran, je tiens à préciser. L'Arabie Saoudite n'a pas accusé l'Iran. Quelle preuve avez-vous de votre côté, avez-vous pu avoir, sachant également que les experts n'ont pas encore remis leur rapport à l'ONU, malgré toutes les réserves que vous avez mis à propos de l'ONU, sur lesquelles je peux être aussi d'accord d'ailleurs. Quelle preuve avez-vous que ça pourrait être l'Iran? Voilà. Bon, juste en ce qui concerne l'Iran, là, je ne fais pas partie je n'ai pas l'honneur de faire partie des services secrets israéliens pour aller voir sur place et visiter. Mais ce qui est certain, c'est que la manière dont l'attaque a été exécutée, l'arme qui a été utilisée, les cibles qui ont été visées, font que cela ne fait de doute pour personne à l'heure actuelle que c'est effectivement l'Iran qui l'a fait, à partir du territoire du Yémen, ce qui est beaucoup plus pratique pour essayer de le faire porter le problème là-bas. Mais vous savez très bien qu'au Yémen aussi, les forces syriennes sont présentes. Et il n'y a pas de logique dans un pays qui devient islamique. Il n'y a pas. La République iranienne qui est née à Neauphle-le-Château en France et qui continue à bénéficier des bienfaits des allocations familiales locales, certainement à cause de ça, est une république islamique dans laquelle les notions dont nous parlions tout à l'heure, de valeurs, des droits de l'homme, de trucs, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé à l'intérieur d'un pays. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. L'Iran, on avait d'excellentes relations avec la Perse du temps du Shah. On avait d'excellentes relations avec la Turquie du temps d'un régime normal qui était l'héritier de Atatürk. Et depuis que ces deux pays sont devenus islamiques, là où l'islam est passé, toutes les libertés ont trépassé. Le fait que ce soit véritablement l'Iran qui a attaqué ne pose pas de doute. Le doute provient simplement de savoir quelle est la riposte à apporter et quelle est la réaction à avoir. Et est-ce que la réaction sera encore une fois disproportionnée et que les États-Unis, avec l'appui d'Israël, seront les seuls à répondre? Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui est en mesure de riposter dans ce domaine. Eux, ils ont d'excellents avions qui ont coûté très très cher. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est les pilotes pour les mettre dedans. Mais une fois que la question se posera d'une manière un petit peu plus pressante, je pense que la riposte devra venir. Ce qui est certain en tout cas, c'est que il ne sera pas permis à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Point. Ça, c'est la ligne de base. Que ça se passe juste un instant avant ou bien un an avant, comme cela devrait être, on le verra. En ce qui concerne l'état de guerre, vous avez raison. On a l'habitude, là aussi, de parler de bataille. La bataille de la guerre des 6 jours, la bataille du Sinaï, la bataille de la guerre d'attrition, la bataille du Golan. Ce n'est pas des batailles, c'est la même guerre. Celle qui a démarré en 1920, quand il y a eu les premiers pogroms arabes contre les Juifs, et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. C'est une guerre. Alors, il y a des fronts qui se sont calmés depuis, comme la Jordanie, la Transjordanie ou l'Égypte, pour l'instant,
Sisi a besoin de l'appui israélien et de toute notre stratégie pour empêcher les forces d'Al-Qaïda ou du djihad islamique qui se trouvent dans le Sinaï et des frères musulmans chez lui-même de le renverser. Le petit Roiclet de l'autre côté du Jourdain essaye de faire le fier également, mais bon, sans Israël, il n'existe plus. D'ailleurs, c'est pas obligé qu'il existe. Mais pour tout le reste, c'est la même guerre qui est en train de continuer. Donc, est-ce qu'en période de guerre, nous n'avons jamais hésité même à avoir des élections en temps de guerre? Alors, c'est peut-être une des fiertés de l'État d'Israël de pouvoir continuer à être ultra cachère dans le domaine des droits de l'homme, de veiller d'une manière scrupuleuse et parfois beaucoup trop aux droits de certaines minorités hostiles, et de ne pas savoir faire la distinction et la différence entre ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas, et de l'accorder de cette manière-là à tout le monde. Moi, je serais ravi de voir la population hostile à l'État d'Israël, la population arabe hostile à l'État d'Israël, foutre le camp. Je suis même prêt à ce qu'on fasse des collègues dans le monde entier pour leur permettre de voyager en première classe quand ils partiront. Ça serait parfait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'assure, et je suis fier que nous nous assurions aux Druzes et aux Circassiens qui font l'armée en Israël, qui sont des citoyens fidèles de l'État, qu'on leur accorde absolument tous les droits, toutes les possibilités de rentrer à l'université, d'étudier, de faire l'armée, et ce sont des frères d'armes. Je suis tout à fait, si un arabe en Israël fait partie d'une minorité qui reconnaît la Hatikva et qui se lève quand il l'entend, qui reconnaît la Ménorah comme l'emblème de mon État, et qui respecte mes lois et le fait que ce soit un État juif, c'est une minorité qui peut rester dans l'État. C'est vrai qu'en ce qui concerne le reste, un jour ou l'autre, il faudra faire le décompte complet. J'ai répondu à vos questions, monsieur, ou j'en ai loupé une dans le tas? Non? Il manque le défi démographique. Ah oui, le défi... Alors, en ce qui concerne l'État d'Israël, la démographie juive dans le pays est aujourd'hui supérieure à la démographie, à la natalité, au taux de natalité chez les Arabes. C'est relativement récent, je crois qu'il y a 2 ans qu'on constate ce phénomène. Je pense que la télé n'y est pas pour rien. Enfin, je veux dire la télé qui rentre dans les maisons arabes. Ça leur permet peut-être de s'occuper autrement, mais en tout cas, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, la natalité juive et le taux de natalité juive est beaucoup plus important. En ce qui concerne l'État d'Israël, où, bien entendu, je déteste parler des chiffres, mais quand on en arrive à une situation où après 70 ans, nous en sommes à 6 millions de juifs israéliens, un chiffre clé que nous sommes en train de dépasser aujourd'hui. En ce qui concerne le peuple juif dans le monde, eh bien, si nous considérons comme juifs ceux qui le sont selon les lois orthodoxes du peuple juif telles qu'elles ont été vécues jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je pense que nous risquons dans ce domaine de subir à l'étranger une véritable Shoah spirituelle. Très difficile d'utiliser ce terme dans ce domaine, mais après tout, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand on regarde les États-Unis, d'année en année, la population baisse. Les réformés, je ne les compte pas pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas fait de tchouva. Je ne les considérerai pas comme étant déjà à l'intérieur de chez nous. Et c'est pourquoi il est urgent aujourd'hui
pour ceux qui... Je crois qu'il y a une part de responsabilité énorme dans le fait d'être juif. Zev Jabotinsky nous enseignait que naître juif n'est pas un accident de naissance. On doit le considérer comme un honneur, c'est-à-dire quelque chose que l'on porte en soi et que l'on doit transmettre. Il y a une énorme différence entre le mot héritage et le mot patrimoine. Nous l'appliquons en ce qui concerne la terre d'Israël. Nous disons, la terre d'Israël n'est pas ton héritage, ça t'appartient pas. C'est pas quelque chose que tu peux donner à n'importe quelle tribu d'Arabes dans le coin et puis te dire voilà, puis comme ça, moi j'ai la paix. C'est pas un héritage, c'est pas quelque chose qu'on a le droit de dilapider, c'est un patrimoine, c'est quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui nous a été concédé par l'Éternel, par notre religion, par notre histoire, par notre foi, et par nos traités et par le droit international. Donc c'est un patrimoine, ça ne se partage pas. De la même manière, nous avons reçu en patrimoine le fait d'être juifs. Nos ancêtres nous l'ont transmis dans des conditions qui étaient certainement beaucoup plus difficiles que celles que nous vivons aujourd'hui. Mais ils ont tout traversé, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, tout ce que vous voulez, et ils nous l'ont transmis. Si nous ne sommes pas capables de le retransmettre pour arriver à la finalité, qui est celle du rassemblement de tout le peuple juif, sur toute la terre d'Israël, eh bien c'est que nous aurons failli. Alors le flambeau que nous avons reçu, la seule chose qu'on peut se souhaiter, c'est d'être capable de le retransmettre à la génération future et de l'avoir ramener ce flambeau à Jérusalem et de le faire briller sur toute la ville. Vu d'Israël, comment analysez-vous la situation des Juifs français en France, voire des Juifs en Europe? C'est ma première question. La deuxième, qu'est-ce qui va faire qu'il y ait une alia par petit nombre ou qu'il y ait tout d'un coup un rush? Mais surtout, la question est celle-ci, à savoir comment Israël va accueillir ces Juifs français de manière à pouvoir les installer dans les meilleures conditions, à moins qu'il ne faille endurer je ne sais quoi dans des camps de toile parce que ce sera trop hâtif, ce sera trop. Ouais. Alors, je sais que la terre d'Israël se gagne par des périodes difficiles, mais il faut aussi considérer que tout ce qui a été passé en Israël, toutes les guerres qui y ont passé, toutes les victimes que nous avons eues, tous les héros qui sont tombés, l'ont été également pour que les Juifs qui arrivent aujourd'hui ne soient pas obligés d'être dans des camps de toile. Certainement pas. L'avenir des Juifs de France et de certains pays limitrophes, et d'un petit pays dans le Nord qui est francophone lui aussi, est de courte durée. Lorsque j'apprends aujourd'hui que 30% des cadres supérieurs français, je parle des Français, des vrais, des Gaulois, qui terminent leurs études, partent pour vivre à l'étranger, je pense que ça n'est pas par hasard. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, nous personnellement, nous particulièrement, la communauté juive, il n'y a pas d'avenir possible. D'abord, je considère, au nom du mouvement sioniste, que le rassemblement doit être effectué. Deuxièmement, le rassemblement doit être effectué non pas parce qu'il est mauvais de vivre en France, ça a été bon pendant une bonne période de notre histoire, mais parce qu'il est bon de vivre chez soi et de rentrer sur sa terre. Puis enfin, la troisième chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'avenir pour les Juifs de France. Je ne sais même pas quel est l'avenir pour la France elle-même. La douce France de mon enfance que l'on chantait ou que l'on apprenait dans les écoles, je ne suis pas persuadé qu'elle existe. J'ai des quartiers quand je passe en France où je me demande si je dois présenter mon passeport. Et je ne suis pas très certain d'être véritablement dans un pays qui se respecte. Je ne sais pas si la France, qui était la fille aînée de l'Église, n'est pas devenue la fille cadette de l'islam. Je pense que dans un pays où on ose sortir dans une manifestation contre l'islamophobie, c'est une aberration totale, quelque chose de fou, que l'on soit
que l'on déteste, que l'on haïsse, que l'on rejette le racisme contre telle ou telle population, oui, mais que je n'ai pas le droit de critiquer une idéologie comme celle de l'islam, et c'est une aberration complète. Et le politiquement correct dont je parlais tout à l'heure en Israël, en vous disant qu'on a tellement le besoin d'être aimé qu'on en arrive à faire des stupidités, eh ce besoin de se montrer ultra-libéral, ultra prêt à accepter n'importe quoi en France, est quelque chose qui est dangereux. Et dangereux d'abord et avant toute chose pour les Juifs. Et lorsque... je pense même qu'il y a déjà eu quelques actions comme ça à Strasbourg aussi. J'ai vu quelques manifestations sur la place Kléber anti-israélienne, où la différence entre antisémite et anti-israélien et bronzé ne faisait pas de grosse différence. Je ne pense pas qu'il y ait un avenir quelconque pour les Juifs à l'étranger. Je ne pense pas que lorsqu'on a son propre pays, on doit rester à l'extérieur. Je pense qu'on doit remercier la France pour une certaine période de son histoire. Je la remercierai certainement pas pour Drummond, ni pour Pétain, ni pour Vichy. Je la salue pour Émile Zola et pour Jean Moulin. Je la salue pas pour l'embargo sur les armes d'un petit État au Moyen-Orient qui a payé ses armes et qui ne peut pas les recevoir et à qui il faut ramener les vedettes par la mer en cachette. Et je ne remercie pas non plus pour les votes que la France occasionne à l'UNESCO pour déclarer que le tombeau de mes patriarches est une mosquée et que le mont du Temple s'appelle désormais l'esplanade des mosquées. Je ne crois pas qu'il y ait un avenir pour les Juifs en dehors de l'État d'Israël. Il n'y en aura pas. Alors, il y aura peut-être une toute petite minorité qui marchera avec son cafetan et qui rasera les murs. Moi, je viens d'un mouvement dont le maître Jabotinsky a enseigné la fierté de ce qu'il est, et de M. Begin qui disait « Un juif ne se prosterne que devant l'Éternel ». Moi, je me prosterne devant l'Éternel, je me prosterne devant personne d'autre, et je ne veux pas arriver à une situation où je serai un dhimmi à l'intérieur d'un pays où j'ai grandi. Et je crains fort que même nos amis français finiront par connaître cette situation de dhimmitude si jamais les réactions ne se font pas à temps pour réduire les mauvaises influences. Alors, j'ai une question. j'ai des questions au fond, donc je vais vers madame. Je crois que j'ai J'en ai 3. Oui. Donc, tout d'abord, s'il est vrai que la Cour suprême est une espèce de coterie autoproclamée... Pardon, excusez-moi. Pardon. S'il est vrai que la Cour suprême israélienne, donc, contrairement à la Cour suprême aux États-Unis où les juges sont nommés par le président, s'il est vrai que c'est une coterie autoproclamée où les uns et les autres, vivent dans une espèce d'entre-soi, et s'il est vrai qu'elle ne jouit pas du soutien de toute la population, comment se fait-il qu'apparemment il n'existe pas d'outils juridiques pour la révoquer? Parce que si véritablement elle n'est pas une émanation démocratique, si tout ce que vous dites est vrai avec vos chiffres, 70% de la population qui est de droite et cette Cour suprême qui est d'extrême gauche, comment ça se fait qu'on la dégomme pas? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, est-ce que vous avez entendu, je ne sais pas si c'est vrai, aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux, cette journée, aujourd'hui, lundi, on n'arrêtait pas de voir des gens poster un message comme quoi Trump aurait dit quelque chose du style « Je me désolidarise de Netanyahou, c'est un loser ». Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Numéro 3, on ne parle plus du plan Trump. Est-ce qu'il a été jeté aux oubliettes? Qu'est-ce qu'il devient? Plus personne n'en parle. À une époque, on parlait que de ça. Maintenant, apparemment, il y a d'autres sujets. Qu'en est-il? Voilà. Si vous avez d'autres questions difficiles, commencez à les préparer. Je pourrais vous dire en blaguant que si nous n'avons pas encore en Israël la Cour suprême que nous méritons,
c'est parce qu'on attend juste une petite communauté juive de France qui vienne et qui revote d'une manière normale et naturelle. Mais elle manque cette communauté. Bon, ceci étant, non. Nous héritons d'un système qui a été imposé dans les années 50 par un régime qui était un régime socialiste dans l'État. Heureusement, ce système a pris fin, mais les multiples métastases du système n'ont pas toutes disparu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez, la ministre de la Justice précédente, le ministre actuel de la Justice, est en train justement de mener un certain nombre de combats pour essayer de modifier cette situation. Nous sommes tout de même le seul pays où on a une Cour suprême. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bonne. Le système existe. Et je pense que à la prochaine Knesset, si elle n'est pas d'union nationale, mais si elle est tout simplement nationale, l'urgence sera de pouvoir déterminer un nouveau système d'élection pour les juges de la Cour suprême. En ce qui concerne Trump, je ne l'ai pas lu sur un de ses tweets, et c'est un monsieur qui, quand il a envie de dire quelque chose, a l'avantage de le dire de la manière la plus claire et la plus nette qui soit. Donc, que je ne pense pas qu'il l'ait dit de cette manière. Et en ce qui concerne le plan Trump, ce qui est plus important, vous avez raison, tout le monde parlait du plan du siècle, Trump. Et c'est vrai que Trump a eu une approche du conflit moyen-oriental totalement différente de tous les autres. En tout cas, sûrement du Obama. La première chose est qu'il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël enlève Jérusalem de la table de négociation. On n'en parle plus. Même si M. Macron continue à imaginer qu'il y a un Jérusalem à l'est et à l'ouest, et que son consulat général à Jérusalem, qui est vraiment alors une succursale du djihad islamique et du Hezbollah réunis, si le consulat général continue à prétendre que le tombeau des rois que nous possédons, le tombeau des rois qui est un haut lieu historique et de pèlerinage du peuple juif à Jérusalem, se trouve à Jérusalem-Est, comme s'il y avait Jérusalem-Est, Nord, Sud, Ouest, à Jérusalem-Est, et désormais, pour le consulat français et pour le Quai d'Orsay, ça s'appelle le tombeau des sultans. Ça fait mieux, parce que, comprenez, de dire que c'est le tombeau de la reine Yélénie Amalka, qui est une reine juive, et qu'il y a un mikvé à l'intérieur de ce tombeau, et qu'elle a été enterrée avec ses deux fils, et que ses restes ont été déportés au musée du Louvre, et qu'il y a un procès maintenant pour essayer de le récupérer. Il vaut mieux dire que c'est tout, et que ça date du 1er siècle, que les sultans, eux, sont arrivés sur Terre au 15e ou 16e siècle. C'est tellement mieux de dire que c'est un tombeau des sultans. Avec ça, on évacue le problème. En plus, on permet l'entrée de la population pour le visiter 2 fois par semaine, de 8 à 11, et en payant 10 shekels pour pouvoir continuer à offrir de l'argent au consulat général qui doit directement les envoyer aux troupes de l'OLP ou du Hamas. Le plan Trump a d'abord éliminé le problème de Jérusalem. Il a également éliminé le problème du Golan. S'il tentait qu'il y avait un problème, le Golan est reconnu. Et je vais vous dire, quand on regarde aujourd'hui le State Department, les cartes qu'il fournit dans le monde entier, eh bien, ce sont des cartes dans lesquelles le Golan fait partie de l'État d'Israël, d'une manière tout à fait naturelle. Il a également supprimé le bureau de l'OLP à Washington. Il a arrêté d'envoyer de l'argent à l'UNRWA
pour les écoles, entre guillemets, palestiniennes. C'est-à-dire que palestinien, c'est un... D'abord, vous savez que, quelle que soit la villa dans laquelle ils habitent, ça s'appelle un camp de réfugiés. Quel que soit l'endroit luxueux, le plus luxueux qui soit, qui habite. Moi, je passe à l'intérieur de certains de leurs quartiers à Jérusalem, on continue à appeler ça des camps de réfugiés. Le statut de réfugié se transmet de père en fils et ad aeternam. C'est extraordinaire, c'est un métier de parasite total que d'être palestinien reconnu par l'ONU, parasite à perpète avec argent versé d'une manière générale et transmissible aux enfants. Ça, c'est ce qu'on... Alors eux, véritablement, c'est un héritage qu'ils se retransmettent. Donc, de ce côté-là également, le nombre de réfugiés a baissé d'un seul coup. Il se prétendait des millions, on est arrivé à un chiffre déjà trop important, mais de quelques centaines de milliers. Les choses ont repris une certaine proportion réelle, véridique, véritable. Et de plus, le plan Trump tel qu'il devait être soumis, le devait être à un gouvernement israélien. On ne peut pas, et il ne faudrait pas, qu'il le lance aujourd'hui à l'intérieur de la population, à l'intérieur d'un gouvernement qui n'est que transitoire, qui n'est pas encore formé, en se demandant auquel des personnes il faut le transmettre, et attendre et regarder la réception ou la réceptivité de chacun d'entre eux. Ce qui est en tout cas tout à fait certain, c'est que d'après les bruits que nous avons entendus, on demanderait à un certain nombre de pays de recevoir des Arabes qui résident sur la terre d'Israël pour réduire encore leur nombre. On est à peu près certain, je crois que personne ici ne le contestera, que quel que soit le plan, il sera refusé par les Arabes. C'est une obligation chez eux, dès qu'il y a une possibilité de retarder toute solution, et ils le font. Donc je pense que on va prier pour que Netanyahou reforme un gouvernement qui soit un gouvernement national, que le président Trump passe et puisse également envoyer ce plan, que son gendre et l'ambassadeur américain en Israël puissent le présenter comme il se doit. Et je pense que tant que ce sera de sa part que ça viendra, je pense que ce sera une bonne chose. Pardon. Autre question? Comment? Oui, et après. Non. Bon, merci. Vous avez appelé donc les Juifs de France de revenir en Israël. Hein? Bonne chose. De rentrer à la maison. De rentrer à la maison, d'accord, pour reprendre vos termes. Mais alors, comment vous pourriez les financer, vu qu'il y a 20% de la population israélienne qui vit au-dessous du seuil de pauvreté? Comment vous voulez les financer? Je pourrais peut-être vous répondre par la blague habituelle chez nous, Dieu y pourvoira. Mais bon, reprenons-le d'une autre manière. Écoutez, les 20% en question sont une fiction. D'abord, il y a toute la population arabe qui, d'une manière générale, obligatoire et naturelle, déclare qu'elle est en dessous du seuil de pauvreté parce qu'il ne faut pas payer d'impôts. Et qui, de plus, travaille au noir. Et qu'on aide à travailler au noir parce qu'on en a quelque part, on en a besoin. Et dans cette population et dans ces 20%, il y a également la population ultra-orthodoxe juive qui reçoit des fonds de Satmer ou d'autres groupes américains et qui ne vit pas en dessous du seuil de pauvreté, mais qui
ne fonctionne pas à l'intérieur de la société israélienne. Le taux de chômage est quasiment nul en Israël. Donc je ne pense pas que ça soit ça le problème. Mais vous avez raison en disant que ça n'est pas une mince affaire que de financer le retour des Juifs de France en Israël. C'est pourquoi je vous disais justement que ce sont des plans d'urgence qui doivent être établis. Et je crois que pour avoir un plan d'urgence, il faut que nous ayons la possibilité d'avoir un lobby puissant au sein de l'agence juive, au sein du gouvernement israélien et au sein de l'organisation sioniste mondiale qui puisse fonctionner. Et c'est pourquoi j'en reviens aux élections du Congrès sioniste mondial. Si notre délégation est une délégation massivement, clairement du Likoud, je pense que nous aurons les moyens, j'espère que nous aurons les moyens et les capacités de faire les pressions nécessaires pour obtenir un certain nombre de facilités. Et c'est vrai que en prenant des gens de chez nous qui sont aujourd'hui dans des banlieues comme Garges-les-Gonesse, un problème des exemples que j'ai eu à vivre, qui avaient acheté leur appartement et dont une horde de dealers sont en train d'attendre le départ. Et l'appartement qu'ils ont payé à un prix qui était le prix de l'époque, avec ce prix-là, s'ils le vendent, s'ils réussissent à le vendre, ils n'obtiendront en Israël peut-être de quoi planter leur boîte à lettres, pas plus. C'est vrai que ça pose un problème, mais il y a des solutions à cela. Les terres domaniales en Judée et en Samarie sont à portée d'Israël. C'est curieux, on a le terme de territoire, on a l'impression que c'est des petits ranchs américains. C'est un bon moyen ranch américain au Texas, la Judée-Samarie. Ça ne représente pas plus, c'est minuscule en fait, mais cela permettrait effectivement de construire, d'y aménager un certain nombre de gens et de pouvoir offrir des appartements à des conditions qui soient plus valables. L'ALIA a toujours apporté un surplus d'activité. C'est pas une charge pour Israël, une ALIA. L'ALIA, il y a une bénédiction divine sur le fait de rentrer chez soi. C'est ce que je vous disais, la terre d'Israël attend d'entendre parler hébreu, même si pour l'instant c'est du français avec un accent israélien. Mais enfin bon, c'est bon aussi, elle réagit à cela aussi, la terre. Et je crois que si nous obtenons cette possibilité, mettez-vous sur Facebook et sur le site d'Israel is Forever sur Internet, enfin, donnera les renseignements, mais vous verrez que nous intervenons quasiment quotidiennement pour un certain nombre de cas, pour essayer de régler tel ou tel problème, telle ou telle solution. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à chaque fois. On ne réussit pas à chaque fois. Mais si nous réussissons à avoir une délégation qui soit puissante, une représentation puissante des Juifs de France, nous aurons un lobby puissant. Et si nous avons un lobby puissant, ça n'est pas, certains disent, alors je vais me présenter à la Knesset, comme ça, je vais pouvoir... Notre problème n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui parle français à la Knesset, je souhaite qu'il parle toutes ces brevets, et que ceux qui ne parlent pas avec une langue sémitique autre disparaissent. Mais lorsque je dis que ce que je voudrais, c'est qu'on puisse obtenir avec ce lobby un certain nombre d'avantages, c'est que tout simplement, ça sera une intervention auprès de l'ensemble des ministères pour que le problème devienne un problème d'urgence nationale. Il y a aujourd'hui une urgence nationale, par exemple, pour les Juifs d'Argentine. L'Argentine est dans une crise profonde et grave, et c'est vrai qu'ils ont des conditions particulières pour pouvoir
rentrer chez nous en Israël. C'est le même cas chez l'ami de M. Mélenchon, là, Chavez, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, au Venezuela, et encore quelques malades mentaux comme ça à travers le monde où il faut ramener d'urgence les Juifs qui s'y trouvent, et c'est ce que l'État d'Israël est en train de faire. Mais c'est une situation qui peut très bien arriver également chez nous, enfin en France. Merci. Chers amis, vous êtes conscients du privilège que nous avons ce soir d'avoir avec nous Jacques Kupfer. Nous pourrons encore poser des questions après la conférence, mais j'aurais pour donner la dernière question au professeur Dan Lipsker, qui souhaite s'adresser à Jacques. Merci beaucoup, merci aussi pour votre très brillante synthèse. Vous avez évoqué le taux de natalité tout à l'heure pour dire qu'actuellement la proportion de bébés juifs qui naissent est plus importante que la proportion de bébés arabes. Cela est en partie dû au fait de la communauté ultra-orthodoxe, dont on connaît finalement l'attitude parfois ambiguë vis-à-vis d'Israël. Une grande partie ne veut pas faire de service militaire et qui, au fond, représente aussi une certaine forme d'une cinquième colonne qui est finalement loin de la vision de Z.F. Jabotinsky au domaine après Begin. Qu'en pensez-vous? Nous allons bientôt célébrer la fête de Hanouka, et je pense qu'à l'époque, les Juifs ultra-orthodoxes ont su comment rejeter le culte païen et ramener la foi dans le peuple. Ceci étant, je pense qu'il y a une certaine exagération aussi dans l'évolution que nous reconnaissons à la population orthodoxe. De plus en plus de jeunes juifs orthodoxes rentrent à l'armée. Ils ont des problèmes, ils rentrent à l'armée. Ils ont des problèmes, mais ils rentrent dans l'armée. Il y a un Nachal Haredi, qui est une unité combattante de l'armée israélienne, qui est formée uniquement de juifs orthodoxes, de jeunes juifs orthodoxes, et qui accomplissent la totalité du service militaire, mais à qui on donne un certain nombre de facilités pour qu'ils puissent faire les prières, enfin, mener la cachoute qu'ils veulent, etc. De plus en plus, la société israélienne fait pression sur la vie économique de ces juifs orthodoxes. C'est-à-dire que si auparavant on pouvait envoyer l'homme étudier d'une manière permanente et la femme travaillait pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer, ça ne fonctionne plus de cette manière. Donc, pourvu que l'étude continue, mais l'homme doit également commencer à travailler et à apprendre un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde Internet, on a été capable de se poser tellement de questions sur le moindre mot qui était écrit chez nous que lorsque l'on se trouve devant des problèmes de codage, on réagit très facilement. Donc, quelque part, ce problème est un problème qui est un problème transitoire. Ce n'est pas le cas des Arabes. Les Arabes, eux, sont une véritable cinquième colonne qui risque de grossir. Le problème des Juifs orthodoxes est, à mon sens, une petite aberration de l'histoire qui finira par se résoudre à un minuscule groupe qui restera de côté. Mais c'est en train de se résoudre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système religieux normal dans lequel rentrent beaucoup de nos enfants, c'est d'aller faire une année d'études de la Torah dans une yeshiva qui prépare à l'armée, et puis ensuite de rentrer dans une unité combattante de l'armée. Ceux-là, au moins, ils savent pourquoi ils sont en Israël. En ce qui concerne le taux de natalité, vous avez raison, mais il y a quelque chose qui est changé. Si auparavant, vous avez raison, c'était le taux de natalité orthodoxe qui contrebalançait
le taux de natalité arabe. À l'heure actuelle, nous avons dans les familles, disons laïques, une moyenne de 3, quelque chose comme enfants par famille. Et c'est supérieur à ce que les familles arabes actuelles pondent. Donc je crois que c'est une évolution qui est une évolution réelle. Ce n'est pas juste une erreur statistique momentanée. On commence à voir des familles nombreuses plus importantes. C'est pas 8, 10, 12 comme dans le monde orthodoxe, mais c'est 3 à 4 à l'intérieur des familles classiques, traditionnelles, juives ou genres. Et donc ça permet de maintenir la différence de natalité. Et puis en plus, la différence de natalité, c'est votre aliyah à tous. Dès que vous venez, ça augmente d'une manière considérable la proportion des Juifs sur la terre d'Israël. Et puis, s'il peut y avoir quelques départs de l'autre côté, ben, ça ne vous dérangera pas non plus. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Et on va vous distribuer les bulletins. Chers amis, un discours sioniste comme ça, je pense que vous n'en avez pas souvent entendu. J'espère que nous reverrons à Strasbourg Jacques et ses amis. Et si vous voulez les soutenir ce discours sioniste, inscrivez-vous sur les listes électorales qui permettront de voter aux élections du Congrès sioniste mondial et donner une représentation forte de la France au Likoud. Merci à vous, merci à tous de nous avoir accordé votre confiance. Nous comptons sur vous. Merci de votre aide. Nous sommes tous des bénévoles. Nous avons organisé au mois d'avril la marche de Roto jusqu'au Shkoutov. Nous avons organisé des conférences la semaine dernière avec Richard Darmon. 2 fois, nous avons organisé jeudi soir la conférence d'Ariel Gomez sur la mission lunaire israélienne. Merci de nous soutenir. On peut se dire qu'il y a un plateau à l'arrière de la salle. Merci de vous inscrire à Israel Forever. Merci à vous. Merci pour tous.